Fermez les yeux et imaginez une situation d'injustice et de violence accrue dans laquelle vous êtes le simple spectateur. Vous vous dites forcément que vous êtes incapable d'infliger autant de violence et que vous ne comprenez pas comment il est possible d'être si méchant, car on est tous fermement convaincus d'être de bonnes personnes et de ne pas être capable de faire du mal à autrui. Mieux que ça, vous qui m'écoutez, je suis sûre que la méchanceté des autres vous irrite et que vous éprouvez un certain mépris envers les personnes qui abusent de leur autorité. Pourtant, l'expérience de Stanford, menée dans les années 70 dans une fausse prison américaine, nous prouve que même les personnes les plus justes peuvent se transformer en véritables bourreaux du mal. Prenez à boire et à manger et c'est parti, je vous fais le topo. On est en 1971. Le psychologue américain Philip George Zimbardo décide de mener une étude de psychologie sociale sur les effets de la situation carcérale. Cette expérience prendra plus tard le nom de Stanford, en référence à l'université de Stanford, là où elle a été menée. Elle est financée par l'US Navy et son but est assez simple, comprendre la raison des conflits dans leur système carcéral. Les participants sont donc recrutés par une annonce dans un journal et sont payés 15 $ par jour, ce qui représenterait en 2023 l'équivalent de 112 $. Le contrat est clair, participer à une simulation de prison d'une durée de 2 semaines. Parmi les 70 candidats qui se sont présentés, les tests psychologiques et physiques vont permettre à Zimbardo et à son équipe d'en sélectionner seulement 24 en bonnes conditions physiques et mentales. D'ailleurs, au fil de mes recherches, j'ai pas trouvé de consensus clair sur le nombre exact de participants. J'ai parfois lu 18, parfois 22, mais en tout cas retenons une vingtaine de candidats. Ces participants sont tous des étudiants, des adultes, des hommes, originaires de tout le continent nord-américain et surtout issus de tous les milieux. Une fois que les candidats ont été sélectionnés, il a fallu créer un décor propice à cette expérience. Donc on a choisi le sous-sol de l'université de Stanford pour créer une fausse prison. Les candidats furent divisés de manière aléatoire en 2 groupes de taille égale, donc d'un côté les prisonniers et de l'autre les gardes, et chacun d'entre eux était parfaitement conscient du caractère aléatoire de cette répartition des rôles. Autrement dit, un garde aurait très bien pu être prisonnier, et un prisonnier aurait très bien pu être garde. Afin de se mettre dans l'ambiance, on a fourni aux gardes une matraque en bois et un uniforme kaki de type militaire, mais également des lunettes de soleil réfléchissantes pour éviter tout contact entre les yeux d'un prisonnier et ceux d'un gardien. Contrairement aux prisonniers, les gardes étaient censés travailler en rotation et rentrer chez eux lorsqu'ils n'étaient plus de service, mais certains d'entre eux ont quand même accepté de rester travailler sans aucune augmentation de salaire supplémentaire. Les prisonniers, quant à eux, devaient porter une sorte de longue blouse, sans sous-vêtements, et porter des tongs en caoutchouc. Tout ceci avait pour but de les forcer à adopter des postures inhabituelles et à éprouver une sensation d'inconfort afin d'aggraver leur désorientation. Ils étaient appelés par des numéros au lieu de leur nom et ces numéros étaient inscrits sur leurs uniformes. D'ailleurs, ils portaient également au niveau de la tête un espèce de bannier long afin de simuler un crâne rasé comme à l'armée et porter une chaîne aux chevilles. Tout ceci dans le but, vous l'aurez compris, de leur rappeler en permanence leur emprisonnement et leur oppression. D'après le compte-rendu, le contrôle de l'expérience a rapidement été perdu. Les prisonniers ont subi et accepté un traitement humiliant et parfois même sadique de la part des gardes, et à la fin beaucoup d'entre eux souffraient d'un sévère dérangement émotionnel. Par exemple, même si le premier jour fut plutôt calme, il y a eu une émeute le second jour, et les gardes se sont mis à attaquer les prisonniers avec des extincteurs afin de les calmer, mais tout ceci sans aucune indication de leur superviseur. En d'autres termes, ils se sont mis à agir de façon spontanée, sans même recevoir d'ordre de leur supérieur hiérarchique. Mais ce n'est pas tout, puisque certains gardes auraient imposé des punitions physiques, comme le fait de nettoyer les toilettes à main nue, de ne pas dormir sur un matelas et donc à même le sol sans vêtements, de ne pas pouvoir manger à sa faim ni même de se doucher, et parfois même des périodes d'exercice physique forcés. De plus, on raconte que les prisonniers auraient enduré une nudité forcée, voire même des actes d'humiliation sexuelle, et certains prisonniers ont commencé à présenter des symptômes de dérangement émotionnel aigu. Le professeur Zimbardo explique également que l'un d'eux commençait à développer un eczéma psychosomatique sur tout le corps, mais qu'également les pleurs étaient devenus incontrôlables dans les cellules. On dit même que beaucoup d'entre eux souffraient de troubles tellement importants qu'ils durent être écartés et donc remplacés par d'autres cobayes.
Les gardes, quant à eux, se sont mis à devenir progressivement de plus en plus sadiques, notamment la nuit, puisque les caméras de surveillance étaient éteintes, et l'équipe de recherche ne pouvait donc pas les voir. Les cobayes ont déclaré après coup qu'environ un tiers des gardes présentaient de vraies tendances sadiques. Cette expérience a donc eu pour effet de montrer que c'était la situation plutôt que la personnalité autoritaire des participants qui poussait à agir de cette façon. En d'autres termes, c'est l'environnement et le contexte qui poussent l'humain à agir sadiquement, et on peut par exemple faire le parallèle avec le harcèlement, là où les personnes se mettent subitement à lyncher un tierce par simple effet de groupe. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai expliqué que l'expérience devait durer 2 semaines, mais elle a malheureusement été écourtée en raison des comportements agressifs dont je vous ai parlé. Vous vous en doutez, l'expérience de Stanford a beaucoup marqué la culture populaire et a alimenté le débat public aux États-Unis, notamment sur la violence du milieu carcéral. D'ailleurs, elle a été citée en référence en 2004, après la révélation des sévices infligés par les soldats américains aux prisonniers arabes de la prison d'Abu Ghraib en Irak. On peut aussi retrouver une plaque commémorative dans le site où s'est déroulée l'expérience, mais l'étude a donné également lieu à 2 adaptations cinématographiques, un film allemand et un autre film américain. De plus, Philippe Zimbardo, suite à un tel engouement, a fini par sortir un ouvrage intitulé The Lucifer Effect, Understanding How Good People Turn Evil, en 2004. Cela a d'ailleurs mis en lumière l'effet Lucifer, qui est un processus psychologique qui peut nous pousser à réaliser des actes malveillants contraire à nos valeurs. Malgré un tel retentissement, et même si cette expérience reste encore très souvent citée dans les cours de psychologie sociale, elle doit être prise avec beaucoup de recul. En faisant mes recherches, je n'ai trouvé que très peu d'articles scientifiques qui témoignent de la véracité des protocoles, et les archives concernant cette étude semblent être difficilement trouvables. En fait, le caractère scientifique et les conclusions de cette expérience, impossibles à reproduire pour des raisons évidentes, ont toujours été et sont de plus en plus remis en cause. De plus, l'expérience semble ne pas avoir été faite dans le respect des règles de la méthode scientifique. Certains vont même jusqu'à l'accuser d'être le fruit d'une imposture, d'une supercherie. En 2018, le chercheur français en sciences sociales Thibault Le Texier publie un ouvrage de 300 pages intitulé « Histoire d'un mensonge », enquête sur l'expérience de Stanford. Il y affirme que cette expérience manque totalement de rigueur scientifique pour être considérée comme sérieuse. Il accuse même le professeur Zimbardo d'avoir manqué de rigueur dans son protocole d'expérimentation et d'avoir volontairement manipulé les sujets dans le but de biaiser les résultats. D'ailleurs, ce livre peut faire l'objet d'une vidéo entière car Thibault Le Texier y évoque beaucoup d'éléments qu'il serait trop long de détailler ici. Donc si une deuxième vidéo sur les critiques de cette expérience vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. En bref, l'expérience de Stanford, bien qu'elle soulève des questions intéressantes sur le comportement humain en situation de pouvoir et d'autorité, ne doit pas être considérée comme une démonstration définitive de la nature humaine. Elle nous rappelle l'importance de questionner les conclusions hâtives et de vérifier les conditions dans lesquelles les expériences sont menées en vue de développer notre esprit critique. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les informations que l'on voit passer, l'esprit critique, c'est ce qu'on a de plus important. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris quelque chose et je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et d'ici là, prenez soin de vous.